Donc, on va reprendre en direct du studio parce que c'était vraiment injuste de vous montrer ce vidéo sans la présentation. J'avais fait donc quelques des diapos. Et donc, allons-y directement à, à l'environnement à changer. Donc, les gestionnaires de mots de passe sont apparus vers 2010 et ils ont plusieurs problèmes. Ils permettent surtout de voir le mot de passe et ce qui permet à n'importe qui de sortir le mot de passe et de le mettre dans leur propre gestionnaire de mot de passe, dans leur propre fichier texte ou Excel sur leur poste de travail. Donc, ça permet une extraction des mots de passe. Aujourd'hui, il faut utiliser des modèles plus avancés qui vont permettre de lancer des sessions sans divulguer le mot de passe. Et encore mieux, donc, la gestion des accès privilégiés qui va changer le mot de passe après utilisation. Par la suite, 2015-2016, on a l'authentification multifacteur qui est apparue. C'était excellent lorsqu'elle est apparue, mais aujourd'hui, on se doit d'utiliser des modes de multifacteurs forts. Donc, pour Azure, ça s'appelle du number matching, donc la correspondance du numéro. On vous dit le chiffre 60, vous devez taper le chiffre 60. Ça, donc, il y a une preuve que c'est vraiment vous avec votre appareil. Par contre, les modes qui sont par texto, peut-être par courriel, sont jugés moins sécuritaires à cause des attaques qui font que les gens, l'attaque qui s'appelle le SIM swapping, donc ils vous volent votre numéro de téléphone, donc les textos s'en vont donc vers leur device à eux. Et c'est assez commun en fait, c'est une pratique assez répandue. Donc quand vous êtes très ciblé, euh, euh, vous êtes à risque de tout ça. Donc, c'est là qu'on est rendu en 2024. Ces modes-là sont tels qu'ils ont été créés, sont désuets. On se doit de passer à autre chose, même que et avec tout ce qui est, si on prend par exemple Azure, on est rendu vers le passwordless, donc plus d'authentification de mots de passe. Euh, donc, euh, le jeton d'authentification, c'est ce qui, lorsque vous envoyez votre identité au fournisseur d'identité, quand vous fournissez votre mot de passe, vous faites votre authentification multifacteur ou votre passwordless, ce qu'on reçoit, c'est un jeton d'authentification. Ce jeton, évidemment, si un acteur malicieux réussit à mettre la main dessus, il n'y a pas besoin de votre mot de passe. Il n'y a pas besoin de votre authentification multifacteur. Il peut donc vous personnifier pendant plusieurs heures. On parle d'une dizaine d'heures sous les conditions normales de Microsoft Entra. Donc, c'est ce qu'il faut protéger à tout prix. Donc, ce jeton d'authentification. Et c'est ce que les acteurs malicieux, ce qu'ils recherchent le plus en ce moment. S'ils ont accès à votre poste de travail ou à un serveur dans votre environnement, il va essayer de voler les jetons actifs dessus. Ce qui donc justifie pourquoi on devrait rarement utiliser le compte admin. Donc, les pratiques modernes font que les comptes administrateurs de domaine ne seraient utilisés que pour opérer sur le domaine. Donc, vous voyez à gauche mon Bob tout équipé, tous les outils, il est prêt à tout. Il rentre sur un serveur, il peut tout faire. Puis on fait ça en opposition au principe du moins de privilèges. Donc, toutes les pratiques modernes, on parle du NIST, on parle d'ISO, on parle même de GDPR, HIPAA, la règle, les règles de gestion de santé aux États-Unis, ils ne mentionnent pas distinctement donc qu'il faut respecter le principe du moins de privilèges, mais c'est partout. Donc, en sous-texte, il faut lire entre les lignes. Non, mais toutes ces règles-là, c'est dicte donc d'utiliser le principe du moins de privilège, ce qui fait que si le jeton
de Bob ici a été volé, ben, il est à droite avec le principe du moins de privilège. Le jeton, donc, ne permet que installer des imprimantes ou juste gérer un logiciel spécifique sur un serveur. Donc, la surface d'attaque est grandement réduite. Donc, je dis un nouveau principe. On parle de quelques années, mais les gens ont rapidement manifesté que on ne devrait jamais opérer sur un serveur à partir d'une ressource qui n'a pas la même posture de sécurité. Ça veut dire donc votre poste de travail sur lequel vous faites la tâche la plus dangereuse de toute la journée, c'est-à-dire ouvrir des courriels, consulter des fichiers attachés, donc est la cible et ce qui va être affecté le plus rapidement. Donc, vous ne pouvez pas utiliser votre ordinateur normal pour gérer un serveur sécurisé. Donc, ça nous prend des options beaucoup plus sécuritaires. Il y a des approches qu'on va voir tantôt, mais c'est donc une prémisse de base qu'il faut tenir en compte. Il ne faut plus gérer ce poste-là parce que si on revient au jeton, le jeton va exister sur ce poste de travail-là. Donc, il ne faut vraiment pas que ce soit un poste qui est à risque d'être infecté. Ça nous amène au modèle des niveaux de Microsoft, donc la Tier Approach. C'est désuet. Ça a été remplacé par un modèle qu'on va voir tantôt, sauf que les gens sont un peu partout sur la posture de sécurité. On parle de, si vous imaginez une gradation de 1 à 10, certaines compagnies sont niveau 2, 3, donc ils ont un gestionnaire de mot de passe. Ils permettent donc de copier les mots de passe. En fait, ils imposent avec leurs outils de copier-coller les mots de passe pour se connecter à un actif. C'est donc du propre de chaque entreprise d'être à son propre niveau, selon leur appétit du risque, selon leurs besoins de compliance, selon plein de critères. Donc, nous, on voit encore beaucoup de gens que pour eux, l'approche par niveau, c'est la destination. Donc, ils ne sont pas là encore. Ils veulent atteindre ce niveau-là qui est obsolète. Mais des fois, si on est chanceux, on peut faire un saut, un bond technologique, un bond en posture de cybersécurité, mais ce n'est pas à la disponibilité de tous. Donc, on parle c'est un modèle qui est encore très, très, très courant dans notre clientèle. Beaucoup de gens nous disent, je veux atteindre cette pratique de cybersécurité. Donc, vous imaginez, on voit clairement, là, donc, dans le tiers 0, c'est les serveurs qui servent vraiment l'infrastructure. Le tiers 1, c'est ce qui fait rouler votre entreprise, donc les systèmes comptables et ainsi de suite. Et vous avez le tiers 2, c'est les postes de travail de tous les gens qui font les tâches dangereuses, c'est encore ouvrir des courriels et consulter des fichiers attachés. Donc, il faut donc avoir ces tiers, une isolation, une segmentation réseau très robuste pour que si vous avez un jeton d'authentification du tiers 0, il n'existe que sur des actifs informatiques du tiers 0. C'est très important donc de ne pas traverser la frontière avec les jetons d'authentification. Donc, ça prend donc des outils modernes, ça prend de la segmentation réseau, ça prend plein de choses pour vous rendre plus robuste. On arrive maintenant au ce qui est la nouvelle pratique, le modèle d'accès d'entreprise de Microsoft.
Donc, vous voyez, ça semble complexe. Si on fait un pas en arrière puis on prend une minute, on va quand même identifier les trois tiers. Par contre, il y a un très fort impact dû à l'introduction des technologies infonuagiques, évidemment. Donc, la plupart des entreprises d'une certaine taille sont en mode hybride, ont donc peut-être un Active Directory local synchronisé avec un domaine Microsoft Entra. Les gens s'en vont beaucoup vers des identités fédérées. Donc, on parle, j'ai mentionné Entra, mais il y a Okta, il y a PingOne, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et donc, la force de ces fournisseurs d'identité, c'est de vous apporter tranquillement vers le passwordless. Donc, le passwordless qui est très important pour les comptes des utilisateurs, des humains en mode interactif. C'est vraiment ce qu'on voit le futur. Donc, vous voyez, donc, le tiers ont été partagés, coupés en deux verticalement pour supporter le mode info nuagique et le mode local. Mais les gens regardent ça et souvent vont refermer la feuille, vont dire, bon, on reviendra à ça plus tard. Donc, c'est souvent un des points que je martèle dans mes présentations, c'est faites un pas en avant. Attendez pas. Euh, il faut évoluer sur votre courbe de cybersécurité. Viser l'idéal, ben c'est peut-être pas un choix pour tout le monde, donc on va juste viser mieux. Puis toujours dire, bon, ben c'est le tour de roue qu'on fait ce trimestre-ci, cette année-ci, on va aller plus loin plus tard. Mais Microsoft publie donc beaucoup de bonnes pratiques. Vous avez les liens dans les notes du présentateur, donc je vous suggère fortement d'aller télécharger cette présentation. Elle était dans le chat de l'application Whova pour la conférence. Je vais essayer de la rendre disponible autrement aussi sur le site ITSec. Donc, on a une stratégie. Puis si on aime bien chialer contre Microsoft, mais évidemment, ils ont quand même des très bons analystes. C'est comme d'un côté, ils nous donnent des systèmes d'exploitation qu'on doit utiliser des outils et on doit appliquer beaucoup, beaucoup, beaucoup de correctifs sur Windows Server pour la rendre robuste. Là, je mentionne ici les CIS Controls. Vous avez aussi les liens donc dans les diapos. Donc, d'un côté, ils nous donnent des systèmes d'exploitation qui n'ont peut-être pas été avec une vision sécurité en premier. Ça a été utilisabilité en premier. Donc, on doit rendre leur serveur plus robuste, mais de l'autre côté, dans leur équipe d'architecture, ils ont des excellentes suggestions pour bien utiliser leurs outils. Donc, le plan vraiment très rapide à haut niveau, si on regarde les chapitres, c'était très simple. C'était isoler et gérer les comptes privilégiés parce que on veut on doit donc avoir des comptes privilégiés qui vont servir à opérer sur les machines. Puis dans un monde idéal, ça serait tout le temps un compte lié à une personne, mais dans encore beaucoup de cas, ou pour des systèmes qui ne sont pas fédérés, donc on parle de bases de données, on parle de tout équipement réseau, on parle parle de plein d'actifs vraiment informatiques qui ne permettent pas d'utiliser votre compte Entra, là, votre compte au Microsoft. Donc, ces comptes-là, on doit les isoler et on doit donc avoir le système de gestion des accès privilégiés pour les contrôler. Donc, ceci va offrir la deuxième étape qui est améliorer l'expérience de gestion des comptes privilégiés. Par la suite, donc, vous pouvez le voir avec ce qu'on a vu précédemment, avec la séparation entière, vu qu'on ne peut pas opérer sur un serveur avec un poste de travail qui est moins sécurisé. Donc, ça nous prend
des hôtes administratifs, et le terme en anglais est le Privileged Access Workstations, les PA. Donc, ça impose donc l'isolation entière d'avoir des hôtes administratifs dans chacun des tiers qui sont les plus sensibles, évidemment. Donc, c'est vraiment ce que décrivent comme étant le plan de modernisation rapide. Évidemment, on va revoir vite les acronymes. Donc, on l'a vu tantôt, le principe du moindre privilège. L'acronyme en anglais, c'est le POLP avec un O minuscule. On a le LPA, le compte à, on dit bas privilège, mais c'est le compte de tous les jours. Encore l'accent sur ouvrir des courriels et naviguer le web, ce qui sont vos jobs, vos tâches les plus dangereuses. Le High Privilege Account, le HPA, pour faire des tâches administratives. Donc, on parle peut-être que vous utilisez un compte prépositionné qui a beaucoup de privilèges ou vous utilisez l'élévation juste à temps pour que votre compte soit un compte à aucun privilège au repos, donc le ZSP. Donc, ce compte-là au repos, 24/7, 365, à aucun privilège. On va utiliser le juste à temps pour l'élever souvent dans un groupe administratif ou dans un rôle pour une période de temps très ciblée et pour une tâche très ciblée aussi. Donc, on passe à avoir un compte qui est à risque. N'oubliez pas, là, c'est le compte, oui, mais le jeton aussi qu'il faut toujours réfléchir. Donc, le compte va avoir une durée de vie à risque très courte. On parle d'heures potentiellement par jour, par mois. Donc, on réduit grandement le risque avec cette technologie-là. Donc, le principe du moyen de privilège, le compte à bas privilège, le compte à haut privilège, puis un compte à aucun privilège au repos. Donc, c'est bien beau ce plan-là, mais évidemment, il y a des choses qui auraient dû être faites en amont. Et ces choses-là, ça pourrait être des heures et des heures de formation, d'ateliers, de conversation. C'est assez énorme. On parle de segmentation réseau. Donc, pour nous, chez Dévolution, ça a impliqué des règles de pare-feu internes assez robustes. Ça a été quand même une tâche très grande pour nos TI d'adapter que quand je m'authentifiais sur le VPN, mon appartenance à des groupes était évaluée pour voir si je me faisais donner accès à une segmentation, un segment réseau X. Donc, c'était beaucoup de travail. Évidemment, il faut mettre à profit votre fournisseur d'identité. Toutes les technologies existent là-dedans pour permettre de faire ces groupes-là, donc cette appartenance-là. Et idéalement, faites jamais ça basé sur les comptes utilisateurs directement, seulement par des groupes. On parle aussi de journalisation centralisée, un bon vieux syslog. Les systèmes modernes sont des SIEM parce qu'ils ont plus de fonctionnalités pour analyser ce qui se passe puis créer des alertes. Donc, ceci doit être mis en place parce que tous les systèmes interreliés ça vous donne des dizaines de sources de journaux. Et donc, il faut mettre en place une journalisation centralisée qui va générer les alertes aux bons endroits pour les bons intervenants. Le gros danger de la journalisation, c'est la fatigue due à la journalisation, le log fatigue. Je pense que toutes les entreprises font l'erreur de journaliser plus que nécessaire, ce qui occasionne donc beaucoup de bruit. Chez Dévolution, on a pris l'approche on va journaliser seulement ce qui va causer une réaction de nous. Donc, l'équipe de sécurité opérationnelle a dit, si on va faire quelque chose avec l'information, on l'envoie. Sans ça, on ne veut pas l'avoir dans nos journaux qui va créer du bruit. Donc, on parle des MDM, des Device Management, on parle de Intune chez beaucoup de clients, Jamf qui est la version pour gérer les Mac et
les iPhones, les iPads. Donc, c'est essentiel parce que dans tout ce qu'on voit, on parle d'accès conditionnel et il doit y avoir donc beaucoup d'informations des intrants aux engins conditionnels. Donc, est-ce que de votre appareil, à tous les mises à jour, est-ce que Intune est satisfait de votre appareil? Est-ce que vous rentrez par le VPN ou vous êtes une connexion directe dans un café Internet en Chine? Donc, on doit avoir tous les engins pour prendre les bonnes décisions. Donc, c'est un essentiel avant de considérer qu'on est moderne. Et puis, donc, je l'ai mentionné tantôt, la mise en place des mesures CIS, comme je vous disais pour Windows Server tantôt, Windows Server 2019 a 340 quelques mesures à appliquer. On installe un Windows, on doit appliquer 300 quelques ajustements pour qu'il soit considéré sécuritaire. Ou vous pouvez vous rendre la vie facile, vous utilisez sur les fournisseurs d'infos nuagiques, Azure, Google Cloud, Amazon, vous pouvez immédiatement prendre une image qui est certifiée. Donc, c'est une économie de temps, sauf que vous le payez à chaque heure. Mais donc, ça, c'est ce qu'on devait faire avant. Donc, voici les checklists. Puis je ne vais pas passer beaucoup de temps dessus parce que vous allez avoir les diapos. Évidemment, la première chose qui est très importante est le compte break de glace, donc le compte d'urgence. Vous allez sécuriser votre infrastructure. Il ne faut pas qu'on puisse faire une erreur qui va bloquer l'administrateur de domaine. Il faut donc s'assurer de toujours avoir un compte d'urgence, d'accès d'urgence. C'est le début pour tout. Donc, si on parle de Microsoft Entra, on met en place le PIM. Le PIM, c'est ce qui va permettre l'élévation juste à temps. Donc, au lieu d'avoir un compte à aucun privilège au repos, Zero Standing Privilege, on va utiliser votre compte normal. Certains utilisent un compte à haut privilège. Qui devient par le fait même un compte à Zero Standing Privilege. Le choix s'offre à vous. Chez Devolution, nous, on a les deux. Donc, on a le compte à bas privilège, puis les comptes sur lesquels on applique le PIM sont des comptes à haut privilège. Donc, ils sont vraiment au repos, très sécuritaires. Donc, après ça, on fait l'inventaire des comptes, ce qui nous donne un plan de travail, et puis vous commencez tranquillement à les intégrer un à un pour habituer vos employés, pour apprivoiser la mécanique et ainsi de suite. Mais tout le temps, on voit donc peut-être mettre en place des politiques d'accès conditionnel, on peut le faire après. Donc, mettre en place le PIM pour certains comptes, viser le passwordless, ça c'est en trame de fond. Donc, si vous n'avez pas d'MFA, ça vous prend l'MFA. S'il vous plaît, allez au MFA fort le plus rapidement possible. Et pour vos comptes interactifs, ça vous prend le passwordless. Et plus tard, si jamais vous vous rendez à cette étape, c'est le mode, la mise en place des postes administratifs, des hôtes administratifs, ce qui est quelque chose vraiment que nous, chez Devolution, on regarde. C'est important pour nous. Donc, AD local, il y en a encore beaucoup qui sont sous ce modèle-là. Il y a plus d'étapes parce que, évidemment, il n'y a pas les comptes sont vraiment plus locaux. Là. Ils sont vraiment pas impliqués dans l'info nuagique. Ils sont sur les serveurs, dans votre AD. Donc, vous avez fait votre segmentation réseau. Donc, on voit qu'il y a l'installation du bastion en étape 3. Là. Donc, les comptes d'urgence. Pour les AD, ça vous prend une solution d'accès privilégié. Donc, on met en marche le PAM. Et puis, vous avez fait votre segmentation réseau. Donc, évidemment, ça vous prend des bastions pour atteindre les autres tiers. Par contre, ça peut être une règle de pare-feu. On l'a vu, c'est ce que Devolution a fait au début.
Puis là, c'est la même chose. Inventaire des comptes, les politiques d'accès conditionnel, prise en charge graduelle. Ce qu'on peut faire aussi avec le PAM, c'est pour les comptes le plus critiques, on peut avoir une autorisation par un gestionnaire, par l'équipe de sécurité opérationnelle. Donc, mettre en place, c'est optionnel. Et après, on voit mise en place donc du juste à temps pour respecter le principe du moins de privilèges. Donc, il faut savoir les comptes que vous avez. Vous regardez toutes les appartenances de groupe qu'ils ont. Puis là, il faut avoir une stratégie pour utiliser le juste à temps. Donc, mais la première étape, c'est de le contrôler. Après, vous enlevez graduellement toutes ces appartenances pour passer au mode juste à temps. Et par la suite, là, on a fait la compte pour les domaines. Par la suite, il est préférable d'utiliser des comptes locaux. Vous avez donc votre serveur d'impression, il est joint à un domaine, mais pour gérer le serveur d'impression, il ne faut pas utiliser un compte de domaine parce que le jeton va être un jeton de domaine. Donc, il peut être volé sur le serveur d'impression, sur votre poste de travail, pour passer à un autre serveur. Donc, il faut utiliser un serveur local, un compte local à ce serveur, ce qui veut dire qu'il ne sera pas utilisable ailleurs. Donc, ça vient encore rendre un jeton qui est inutile ailleurs. Encore toujours, viser le passwordless, le MFA, fort. Puis par la suite, aussi des autres administratifs pour protéger votre tiers zéro. On va accélérer. Pour les serveurs autonomes, donc un peu plus, c'est moins fédéré. Donc, on parle d'un serveur non joint à un domaine. Puis là, j'ai mis les serveurs Linux à peu près pareil. Évidemment, il y a des différences. Là, vous allez voir en deuxième étape. On peut faire l'authentification par clé SSH, donc une paire de clés publiques-privées. Est très fortement recommandé de passer, de bloquer l'authentification par mot de passe dans ce cas-là. Mais à toute fin pratique, le reste est semblable. Donc, très facile à suivre. Ce sont des étapes de haut niveau, mais évidemment, il faut passer à travers. Évidemment, on n'a pas tout vu. C'était très court, pour une demi-heure pour parler de tout ça. On n'a pas parlé de réseau isolé. On a encore dans les transports, dans les infrastructures critiques, on voit des réseaux isolés, ça revient à la mode. Donc, là, imaginez le film Mission Impossible avec Ethan Hunt qui descend du plafond. Là, c'était ça, là. C'était un réseau isolé. Il n'y a pas le serveur qui voulait atteindre, il n'y a pas d'accès Internet. Là. Il n'y a pas de moyen de l'atteindre à part d'être au clavier. Donc, on voit ça, comme je disais tantôt, dans l'industrie des transports et de l'énergie. L'Internet of Things, l'Internet des objets. Donc, votre cafetière, votre lave-vaisselle et tout ça, vous le voyez à la maison, tout le monde consomme. Et vous le savez, vous avez peut-être vu les nouvelles, quelqu'un, le mot de passe de votre sécheuse est admin, quelqu'un réussit à rentrer chez vous et se serve de votre lave-vaisselle pour faire des attaques distribuées sur l'Internet. C'est fou. Il y en a un, le dernier que j'ai vu, c'est son lave-vaisselle avait consommé 4 gigs d'Internet. Donc, c'est énorme ce qui se passe à travers ça. Ça peut être ça peut être juste comme un tunnel SSH pour permettre d'attaquer des gens, mais avec votre adresse IP que vous détenez à ce moment-là. Donc, d'effacer les traces. Donc, l'Internet of Things, c'est un peu une peur des gens de TI que vous apportez une nouvelle cafetière dans votre réseau chez vous, vous n'en parlez pas à personne et puis bang, un beau point d'attaque. On n'a pas parlé non plus du OT, les technologies opérationnelles. C'est beaucoup le monde industriel. Donc, on a vu dans certaines conversations que j'ai eues récemment, un gens me disaient que le chariot élévateur qui transporte l'équipement dans des alumineries, il est branché, donc c'est un actif opérationnel de la catégorie OT. C'est très différent des IT, d'où le besoin qu'ils ont eu de créer leur propre acronyme. Donc, j'ai pas couvert ça. Ce qu'on a vraiment couvert, c'est
c'est le monde, je vais dire Microsoft, c'est le plus populaire. Donc, euh, les domaines locaux, les domaines en ligne. Encore là, comme je disais tantôt, ceux qui utilisent Okta, Ping One, les méthodes à sécuriser dans que j'ai montré peuvent s'appliquer aussi. C'est important donc de voir selon votre contexte à vous. J'ai mis dans les notes de présentateur les liens, les hyperliens. Vous avez un QR code qui vous amène vers la page d'entrée du plan d'action. Donc, je vous invite à consulter. Donc, désolé pour les problèmes technologiques lors de la présentation et j'espère que vous appréciez ce contenu. Merci.